Bonsoir à tous, beaucoup. Merci d'être venus si nombreux à cette leçon de cinéma avec Claire Denis, dont la rétrospective donc intégrale à la Cinémathèque va durer jusqu'au 20 octobre. Et puis c'est vrai que Claire est dans un moment un peu particulier puisqu'elle a sorti un film aujourd'hui même. Ça n'arrive pas, voilà, forcément à chaque fois qu'on fait une leçon de cinéma à la Cinémathèque. Et en plus, moment particulier parce qu'elle est d'ores et déjà en tournage du prochain film. Donc il a fallu qu'elle interrompe son tournage d'abord pour faire la promotion du film qui sort et puis aussi pour être là avec nous ce soir et donc donner cette leçon de cinéma. Cette rencontre est filmée par nos amis d'Arte TV. Claire, c'est vrai qu'on l'a constaté en fait dès le premier film et dès les premiers films, et en particulier peut-être dès le film qu'on verra ce soir après cette rencontre, c'est-à-dire J'ai pas sommeil. On avait l'impression d'une sorte d'altérité radicale, c'est-à-dire que tu t'es installé finalement assez vite, il me semble, dans le paysage du cinéma français. Le film qu'on va voir ce soir a plutôt été très très bien accueilli par la critique. Le premier, Chocolat, ça s'était bien passé sur les deux tableaux, côté critique et côté public. Ça avait été plus difficile pour S'en fout la mort, le second. Mais quand même, dès le début, il y avait quelque chose, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que tu venais d'ailleurs, quoi, pour le dire simplement, que tu faisais pas partie complètement du paysage des cinéastes français, même de ta génération. Est-ce que c'est un sentiment que tu partages ? Je l'entends. Je suis pas capable de me voir dans une perspective pareille. En fait, je crois en effet que je me suis jamais sentie, même auprès de mes amis réalisateurs ou réalisatrices, dans la même ligne, dans la même quête. Pas que la mienne soit... Il y a aucun jugement de valeur dans tout ça, mais mais déjà adolescente, je me sentais un peu d'ailleurs. Et je voulais dire aussi que si je suis comme ça, au milieu d'une sortie de film, tournage, etc., ne croyez pas du tout que je sois une femme pressée, je suis une femme lente. C'est les organisations des productions et de la sortie d'un film qui font que j'ai l'air comme ça d'être survoltée. Mais moi, si je pouvais ne pas, ça serait mieux. Et puis aussi, voilà, la leçon, j'ai toujours eu l'impression, peut-être aussi en venant à la Cinémathèque, que je n'avais pas pris tellement de leçons de cinéma, donc j'ai sûrement pas l'impression que je pourrais en donner. Même des metteurs en scène que j'admire encore le plus, ou qui m'ont le plus apporté, je devrais dire, c'est au-delà de l'admiration. J'ai l'impression que on n'apprend pas, on reçoit quelque chose, une intuition que ça doit être ça le vrai cinéma, en voyant un film, en voyant des films, et c'est pas comme apprendre une leçon, voilà. Alors, justement, parce que ton enfance, tu l'as raconté en partie, en tout cas dans Chocolat, avec toute la part de reconstruction et de fantasme, bien sûr, mais il n'y avait pas tellement le cinéma dans Chocolat. Est-ce que tu te souviens justement d'une rencontre avec des films qui ont pu être décisives, c'est-à-dire qui t'ont permis de t'approcher de cette chose assez lointaine pour toi, je crois, au départ, hein, qui a grandi en Afrique, qui était le cinéma, c'est-à-dire des films dont tu as pu te sentir suffisamment proche ou suffisamment happé par eux pour que ça puisse commencer à faire exister une étincelle d'un désir futur de cinéma. Mais le désir de cinéma, je l'ai toujours eu, même quand je vivais dans un pays où il n'y avait pas, enfin, dans des endroits d'un pays où il n'y avait pas de cinéma et pas moyen de voir des films, parce que j'avais une mère, plus que mon père du reste, mais une mère à qui ça manquait.
et qui me racontait tout le temps les mercredis, quand elle était enfant et adolescente, puisque c'était le mercredi que les programmes changeaient, comme toujours, mais changeaient 2 par 2. C'est-à-dire qu'il y avait 2 exclusivités. Donc le mercredi, on pouvait voir 4 films. Et donc, c'était un peu mystérieux pour moi, parce que je comprenais que c'était formidable de pouvoir voir 4 films le mercredi, alors qu'elle était avec son père, enfin, en séchant l'école, hein. Mais je savais pas ce que c'était. En fait, c'est après, presque, en ayant écouté ma mère parler de ce qu'elle ressentait. Ma mère n'était pas une cinéphile, elle adorait le cinéma, c'était vital pour elle, mais elle me parlait du cinéma d'une manière très, pas du tout sophistiquée. Mais il y avait je suis allée au cinéma comme pour connaître cette chose extraordinaire dont elle parlait, qui était un petit peu comme connaître l'amour pour la première fois, comme une première fois, voilà. Et par exemple, je crois que j'ai des souvenirs. Mon grand-père m'a emmené voir Guerre et Paix ou des choses comme ça, mais un souvenir qui m'a beaucoup marqué. J'étais au lycée et je crois que c'était un film interdit aux moins de 16 ans. C'est Suddenly Last Summer. Même peut-être, oui, moins de 16 ans. Et je l'ai vu avec une amie de lycée. Et je crois qu'on avait vu d'autres films déjà, hein, mais ce film-là particulièrement, j'avais encore rien lu de Tennessee Williams. Du sud des États-Unis, peut-être je connaissais autant N'emporte le vent. Et tout d'un coup, j'étais confrontée à quelque chose. J'avais bien vu la force de la sensualité dans le cinéma. Mais là, il y avait quelque chose qui était pas dit, comme un mystère caché qui n'était pas dit, qui n'était pas prononcé, mais qui était évident dans le film, exposé même, si j'ose dire, et très exposé. Sans que ce soit... Et ça, je crois, pour moi, ça a été quelque chose qui a... Je dis pas c'est mon film préféré, qui m'a... Non, c'est un film qui m'a marqué en tant qu'être humain. Voilà. Et souvent, j'y pense. Au maillot de bain blanc d'Elizabeth Taylor et au jeune garçon mexicain accroché au petit garçon mexicain. Et puis le trou des fous, là. C'est des images de cauchemar pour moi, mais c'est comme si ce cauchemar dans le film de la folie, de l'incarcération, de la vieillesse avec les plantes exotiques, tous ces enfermements-là masquaient au fond le désir et le sexe, quoi, rien d'autre. Ben, y a quelque chose de très frappant dans Soudain l'été dernier, c'est aussi la mort du cousin. Enfin, quand elle dit « ils l'ont mangé vivant », je ne sais plus exactement quelle est la phrase, mais ça revient à ça, c'est-à-dire qu'on imagine un homme se faire cannibaliser littéralement par une horde d'enfants, et ça, évidemment, on ne nous le montre pas, donc c'est encore plus... Non, bien sûr, le film ne peut pas montrer, mais par contre, il évoque... et les acteurs font passer quelque chose de quand même, je dirais pas de malsain, mais quelque chose qui est caché en eux, quoi, hein, dont ils ne peuvent pas parler, voilà, c'est ça. Et alors, ce qui est intéressant dans ton parcours aussi, c'est qu'il y a cette étrangeté dont on parle, et en même temps, c'est drôle parce que tu as presque un parcours exemplaire d'une aspirante cinéaste. Oui. C'est-à-dire que tu fais l'IDEC, l'école, à un moment où peut-être dans le cinéma français, on le faisait moins, ou je sais pas, où c'était moins un passage obligé. Et ensuite, tu es assistante, et assistante de gens
très différents, c'est-à-dire Costa Gavras, notre président, que tu retrouvais l'autre soir, Robert Enrico, des gens comme ça. Et puis alors, oui, hier, j'étais à France Inter, un jeune homme que tu connais probablement m'a dit « Ah, alors là, hein, vraiment... on va arrêter de parler de Jarmusch et de Wenders. Il va falloir parler de Robert Enrico. Attention. » Un peu comme si j'avais fait des films porno ou je sais pas quoi. Non, en fait, Agnès est là, elle est témoin. On avait, à l'IDEC, il y avait un directeur de l'IDEC qui s'appelait Louis Daquin et qui nous prenait soin de nous vraiment beaucoup. Donc, je parlais un petit peu anglais, un peu espagnol, tout ça. Donc, il me dirigeait, il nous trouvait du boulot tout bonnement. Hein. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Bernard Quezanne, qui m'a emmené. Voilà. Donc, au contraire, je crois que j'ai été aussi assistante de Jacques Rouffio. Ce qui m'a permis de rencontrer Romy Schneider et Michel Piccoli. C'était quoi, La Passagère du Sans Souci? Ouais. Je crois que comme assistante, contrairement à ce que peut-être beaucoup de jeunes étudiants à la FEMIS maintenant pensent, je ne l'ai pas trouvé. Enfin, je reprends les mots de Xavier Beauvois. Enfin, pas du tout aliénant pour moi. Non, pas du tout. C'était au contraire j'ai joui d'une grande liberté. Je travaillais dans le cinéma. Déjà pour moi, je gagnais ma vie en travaillant sur des films. Je pouvais apporter des cafés, conduire des méharis en plein hiver sans toit, enfin pour transporter des rails. Tout était au nom du cinéma. Tout était aventure et je le regrette pas du tout parce que je crois que j'ai gardé ça en moi, ce côté un peu scout qu'il faut avoir quand on fait Enfin, pour moi j'en ai eu besoin, beaucoup. Voilà. Je vois Agnès qui sourit parce que on s'est connus avant, mais on a travaillé toutes les deux avec Vim et Paris, Texas. Enfin, c'est une aventure qui... On n'apprend pas le cinéma en étant assis. Enfin, alors là, je parle de Wim Wenders, donc c'est encore... je retombe dans le piège de Wim Wenders et Jim Jarmusch, mais en travaillant sur les films, on apprend, je sais pas, à être utile au film, à sentir le groupe autour de soi. Et je dirais aussi à voir que... surtout quand on est stagiaire ou assistant, que les acteurs et les actrices ont besoin d'attention, voilà. Et puis, voilà, le regard qu'on peut porter sur une équipe caméra. Non, j'ai trouvé ces années-là pas du tout formatrices, mais c'était une part de ma vie et je l'apprécie beaucoup en souvenir de tous ces gens que j'ai rencontrés. Alors quand tu t'adresses à Agnès, donc c'est Agnès Godard qui est sans doute ta plus ancienne complice et donc directrice de la photographie. Et si j'ai bien compris, c'est en retrouvant une interview faite par Serge Kaganski dans Les Arocs. Et en fait, j'avais oublié ça. Vous étiez à l'IDEC ensemble? Pas ensemble. Agnès est un peu plus jeune que moi, mais on a fait l'IDEC. L'une après l'autre. Sous le règne de Louis Daquin. D'accord. Et c'est important parce que Louis Daquin a invité Henri Alcan à venir à l'IDEC, Sacha Vierny. Donc on a fait partie de ces bienheureuses, bienheureux qui ont connu ça. Mais et c'est pas rien, des gens comme ça, ces hommes de cinéma, c'était des hommes engagés politiquement,
très engagé politiquement. Louis Daquin était un cinéaste communiste, enfin il se revendiquait comme tel. Virny aussi. Voilà, donc ils amenaient avec eux, non pas le Parti communiste, mais l'idée quand même que le cinéma, c'était un engagement. C'était pas... c'était pas... on fait pas mondain, ça comme ça. Voilà. Non, c'était pas le show business, quoi. Voilà. Et il y avait Glenn aussi, enfin voilà. Donc moi, je revois tout ça avec un grand plaisir et je remercie Louis Daquin dans ma tête très souvent, oui. Et alors c'est vrai qu'on te dit, voilà, vous avez été l'assistante de Wenders et Jarmusch, mais en même temps c'est normal, parce qu'il faut se rendre compte que c'était les héros, mais au meilleur sens du terme, du cinéma indépendant de l'époque. Enfin, Paris-Texas, ça a été Paris-Texas et le triomphe de Paris-Texas au Festival de Cannes, ça a été très important. Ça veut dire que ce cinéma-là n'était pas forcément un cinéma de happy few, archi-minoritaire, mais que d'une certaine façon, il pouvait se montrer au monde. Et les triomphes successifs de Jarmusch, pareil au cinéma, au Festival de Cannes. Je crois la Caméra d'Or. La Caméra d'Or, tout de suite, avec Strangers on Paradise. Enfin, voilà, on avait le sentiment que quelque chose se passait, que les choses depuis John Cassavetes ou des gens comme ça n'avaient pas été interrompues, que cette histoire-là pouvait se continuer. Je dirais aussi, hors du succès et de ce qu'il y avait de brillant et de jaillissant dans le succès, dans la lumière qui, sur ces deux cinéastes, c'est... Je pense qu'Agnès Godard me contredira pas, c'est que tous les deux ont travaillé avec Romy Muller au même moment, le chef opérateur. Et tous les deux, c'était des cinéastes qui étaient comme des enfants de Nicolas Ray, un petit peu. Et ils savaient très bien, ils croyaient que le cinéma se faisait avec une caméra, avec du son aussi, mais pas forcément avec beaucoup de dialogue. Il y avait la force, ils croyaient dans cette image et dans les sons comme peu de gens à l'époque. Donc peut-être je rejoignais ou Agnès rejoignait les endroits où on était le plus en accord. Voilà. Je peux dire que Agnès, en plus, elle a travaillé sur l'état des choses avec Henri Alcan et toujours Agnès Godard. Donc, et je pense que c'était encore aujourd'hui, on a des souvenirs de plans. Pareil pour Down by Law. Je sais où était la caméra, comment s'installaient les plans. Donc, c'est pas des leçons de cinéma, c'est juste de voir que des gens y croient. Voilà. Alors, peut-être pas des leçons de cinéma, mais en tout cas, une imprégnation un peu mystérieuse. Parce que c'est vrai qu'en préparant cette rencontre avec les amis de la Cinémathèque, ils me disaient, parle à Claire Denis de sa sensualité de filmage. Alors, c'est très difficile de parler de ça, évidemment, parce que c'est un peu impalpable. Mais en même temps, tu vois, tu dis, je me souviens de plans. Eh ben moi, Chocolat, je ne l'ai pas vu depuis presque 30 ans. Je l'ai vu à sa sortie sur l'avenue des Gobelins et je ne l'ai pas revu depuis, je ne crois pas. Mais le plan où le garçon, le boy qui s'occupe de la petite fille, Isaac de Bancolé, prend la tartine de vache qui rit et va mettre des fourmis vache qui noires. rit, c'est Paris-Texas. Là, c'est juste du fromage fondu, disons. Oui. Voilà, fromage fondu. Et va mettre des fourmis noires qu'il va ramasser pour elle comme une friandise supplémentaire. Je m'en souviens peut-être d'autant plus que c'était la première fois que je voyais ça. Je ne savais pas que ça existait. Mais je m'en souviens encore. Et je ne pense pas que ça soit juste parce qu'il y avait des fourmis sur une tartine de fromage. Mais parce qu'il y avait effectivement une sensualité dans le film que tu as trouvé, que vous avez trouvé, et qui est inoubliable et qui a perduré. Comme si c'était quand même ça, ce filmage que je retrouve très bien beaucoup plus tard dans 35 Roms, par exemple, comme si c'était ça qui t'intéressait finalement le plus. Ah oui, clairement, je crois, oui. Et je crois que aussi de cet accord
sans mots, un peu mystérieux, est né ce qui a relié Agnès Godard et moi. On ressent la même chose. La scène de la danse dans 35 Roms, on n'a pas besoin de se parler. On la connaît, on la ressent. Et je sais comment elle va la filmer. Quand elle me dit « je vais pas prendre la caméra à l'épaule cette fois », on va rester sur la Dolly. Je comprends pourquoi. L'endroit est très petit. Voilà. Je sais que la sensualité viendra, que quelque chose d'autre va naître de. Je crois aussi que, à cause de ça, souvent, on s'est dit toutes les deux que il fallait qu'on essaye de jamais reproduire ce qu'on avait fait déjà. Et de trouver une autre façon de l'exprimer. Et c'est pareil avec un autre de mes amis avec qui j'ai travaillé, Jean-Paul Fargeau, le co-scénariste. Avec lui aussi, j'ai essayé de pas me servir tout le temps des mêmes recettes. Comme si une fois, bon... Parce que je crois que toute personne qui fait des films peut dire ça. Chaque film passé, on se dit peut-être il est un peu raté. Je me dis peut-être je l'ai un peu raté, peut-être je peux faire mieux, ou peut-être je devrais éviter ci ou ça. Mais l'expérience montre très vite que c'est difficile de s'obliger à pas utiliser les mêmes principes de travail. Et donc avec Agnès, on a essayé, et avec Jean-Paul bien souvent, de se mettre au défi, de pas être tout le temps dans les mêmes chaussures. Voilà, excusez-moi. Et encore, là tu parles, et c'est très intéressant, mais tu parles de tes propres chaussures, c'est-à-dire de celles quand même que tu as inventées. La plupart des cinéastes, et quelqu'un comme Maurice Pialat, par exemple, leur reprochait suffisamment, souvent ils ne quittent pas les chaussures inventées par d'autres. C'est-à-dire qu'on reproduit quand même, le cinéma est aussi un art industriel du mimétisme et de la reproduction. Oui, c'est pour ça qu'au début, si je repars à l'origine de ta première question, je dirais que oui, j'ai cité Soudain l'été dernier comme un film choc, mais alors que peut-être il a fallu plus de temps. Peut-être que mon père m'avait emmené voir North by Northwest d'Hitchcock parce que j'avais une bonne note en anglais. Il m'a fallu des années pour comprendre que c'était un film génial. J'étais en 6e ou en 5e. Bon, j'avais l'impression que c'était un peu l'école, quoi. Enfin, non. Bien entendu que non. C'était très, très beau. Non, mais voilà. Soudain l'été dernier, non. C'était un choc personnel. Quelque chose qui était hors du cinéma. Peut-être un peu comme dans Fenêtre sur cour, qui a été un autre choc, où j'ai aimé ce qu'on pourrait y découvrir, qui est caché aussi. Mais pour revenir au départ, on pique tout au film. Moi, je copie, je reproduis. Ce que je veux pas reproduire, c'est des choses que j'ai déjà expérimentées, parce que j'ai l'impression, c'est comme quand on fait trop de répétitions avant de tourner, on s'use. Je me sens usée, donc je préfère me lancer tout de suite, enfin, que nous nous lancions tout de suite dans un truc plus risqué, de peur de tiédeur, quoi. Hein. Mais le cinéma industriel, c'est-à-dire cette image des films, on peut facilement la piquer, la reproduire. Absolument. Je me souviens, dans Nénette et Bonnie, on voit Grégoire Collin qui a caché une carabine
un bouquet de glaïeuls rouges. Et c'est un plan qu'on a fait au ralenti. Et je sais que c'est piqué à Sonatine. Non, mais c'est vrai. Je ne m'en cache pas du tout. J'étais heureuse en plus. Mais c'est tellement joyeux de piquer un plan. Non, c'est vrai, il y a quelque chose. C'est comme une. C'est pas un self-service, hein, mais c'est comme un lieu. On peut emprunter, prendre, remettre, réfléchir, voilà. Et le cinéma est ouvert. Il est très ouvert, le cinéma, au fond. De ce point de vue-là, le film de ce soir, qui est donc ton troisième film, J'ai pas sommeil, on voyait quand même assez vite que c'était vraiment gonflé, quoi. C'est-à-dire que je me souviens que Luc Moulet, pas connu d'ailleurs pour être très tendre, hein, parfois dans les cahiers du cinéma, je me souviens de ce papier. Voilà, avait fait un papier où il te trouvait un air très américain, très film noir, très loin du cinéma. Il disait, oui, mais en même temps, non, mais c'était tellement drôle. Je crois qu'ils disaient, on ne sait pas très bien ce qu'elle cherche, mais... Et ça l'avait intéressé. Ouais, mais moi, je réponds que Luc Moulet m'intéresse beaucoup aussi. Ben non, voilà. enfin, quelle chance d'avoir été remarqué par lui, ouais. Mais c'est vrai que le film est très étonnant. Tu vois, un terme comme chorale n'existait même pas à l'époque. Mais le film commence, il y a deux types dans un hélicoptère. Bon, on peut se douter que c'est des flics. Une fille qui arrive à Paris au volant d'une voiture. Une drôle de voiture. Oui, une multiplicité de personnages. Le 18e arrondissement, un fait divers dont on avait quand même énormément parlé à l'époque, donc l'affaire Thierry Paulin qui tuait des vieilles dames dans le 18e arrondissement. Enfin, tous ces ingrédients étaient déjà suffisamment gonflés. Voilà. Alors, arriver à en concerter, à en faire un film, oui, à les concerter, ça te paraissait particulièrement... aventureux, enfin tu avais du tout. Pas du tout. Ah non, pas du tout, parce que encore une fois, il y a des chemins bizarres, quoi. Au fond, on m'avait proposé un film une adaptation d'un fait divers, mais c'était un film avec une grosse production, et j'ai senti que j'avais pas ma place dans cette aventure-là. Et la personne qui me l'a proposé m'a dit, mais ça vous plaît pas les faits divers? J'ai dit, ah si, mais moi alors, si je pouvais, voilà, ça serait l'affaire Paulin. Et après, je suis rentrée chez moi, et il m'a dit chiche, l'air de dire, pff. Et du coup, voilà, Jean-Paul et moi, on est partis, et on a piqué une idée à Jacques Rivette pour le début de ce film. C'est-à-dire qu'un jour, Jacques Rivette m'avait dit, c'était pendant le pont du Nord, il m'avait dit, tu vois, c'est bien parce que quand on fait des repérages dans Paris, il faut toujours voir que Paris a la forme d'un jeu de loi. Donc il faut toujours y penser quand on fait des repérages dans Paris. Et j'avais vu une photo dans un journal de faits divers, genre détective, où on voyait le commissaire de police qui avait arrêté Thierry Paulin. Et il avait derrière lui la carte de Paris, avec les arrondissements. Et il y avait des petites épingles piquées là où des vieilles dames avaient été tuées, autour du 18e principalement. Donc, je me suis dit, ah oui, c'est vraiment ça, un jeu de loi. Et donc, je me suis dit, mais un jeu de loi, alors il faut commencer par le périphérique. Donc, j'ai dit à Jean-Paul, mais le début d'un périphérique, c'est les hélicoptères qui sont là le matin pour voir le trafic. Et on est descendu sur Terre. Alors, l'arrivée d'une jeune femme comme Katia, c'est aussi une histoire de cinéma. C'est le premier film de Sharunas Bartas. Le souffle, j'ai eu le souffle coupé par le film. C'était 3 jours. Ouais. Chris Dienos, hein, je me souviens le titre en lituanien. Et la beauté de ce film, de cette croyance dans le cinéma absolu. Enfin, voilà, un cinéaste aussi comme ce dont on a parlé, on peut dire, et
cette année, j'ai vu son film à la Quinzaine. Je remercie la Quinzaine du reste de nous avoir invités. Et voilà encore un film qui m'a laissé sur le carreau, hein, franchement. Donc Sharunas et puis Katia. Et j'ai dit à mon producteur, qui était Bruno Pézery, qui est toujours producteur, et qui avait confiance, qui a cru. Et je lui ai dit, voilà, il faut faire venir Katia, mais il faut qu'elle arrive avec une voiture qu'on trouve à l'Est. Donc elle est arrivée au volant de cette grosse voiture, voilà. Et à l'intérieur de Paris, eh ben, il y avait les deux frères, les deux amants, l'hôtel où ils habitaient, parce que ça, c'était dans la vraie histoire. Et Lynn Renaud. Avec Lynn Renaud et sa mère. Et ça finissait au centre, 36 quai des Orfèvres. La prison, comme dans le jeu de loi. Oui, mais là, tu vois, tu en parles de façon, justement, comme un rébut poétique, effectivement très rivetien. Mais il y a quand même quelque chose, on ne te l'a pas reproché à l'époque, mais on a fait quand même d'autres films depuis sur l'affaire Paulin, comme s'il fallait un peu éclaircir. Si, on me l'a reproché beaucoup à l'époque. On m'a reproché de ne pas avoir condamné Thierry Paulin, de ne pas avoir jugé. Et notamment d'autres cinéastes l'ont fait par écrit, en écrivant. Et ça m'a surprise que des cinéastes que je respectais puissent me mettre au pilori pour ça, parce que je trouvais justement que dans l'affaire Paulin, il n'y avait pas beaucoup de morale à tirer. Il était mort du sida en prison, et que au fond, ce fait divers, c'était presque une façon de décrire quelque chose de la ville, quelque chose de peut-être terrible, mais qui n'était pas moral du tout, même s'il s'agissait de d'un tueur et de son amant. Je voyais pas quelle morale en tirer, et j'aurais pas voulu. Et c'était blessant quand même un peu de se faire allumer comme ça pour pas pour le cinéma, mais pour la morale. Comme si tu n'avais pas accepté de faire presque le minimum de politiquement correct pour ouais, mais demander, moi, à exiger. On disait pas politiquement correct, et je comprenais pas très bien, même. Oui, on était à Cannes en séance spéciale ou à certains regards, je sais plus, et on m'avait fait bien comprendre que j'aurais pu être en compétition s'il y avait eu une morale à la fin. Et la fin, pour moi, elle est tellement... enfin, je veux pas défendre un film que j'ai fait, mais c'est la vraie fin d'un fait divers. C'est une mère qui pleure, un frère qui rentre chez lui. C'est ça, la morale d'un fait divers. C'est que... C'est ça, mon fils a fait ça, mais c'est pas possible. Mon petit que j'aime. Voilà la morale pour moi. Mais ceci dit, Claire, moi je trouve que cette surprise qu'on peut ressentir à tes films, des choses qui, toi, tu le dis très bien, te paraissent naturelles, tu dis il ne peut pas y avoir d'autre morale que ça, mais par exemple Beau Travail, qui est un film qui a été très bien accueilli, mais ça surprenait beaucoup. Pardon, mais moi aussi, hein. Ben oui, mais je me souviens la première fois que j'ai vu le film, ça devait être à Venise, à la Mostra, quand j'ai vu ces soldats français à Djibouti, beaux, jeunes, musclés, des guerriers, en treillis, en rangers, en train de se mettre à danser, à faire quand même des chorégraphies, enfin ouais. Danser, ça n'allait pas tout à fait de soi. Enfin là aussi, il y avait quand même un pari, quoi. Djibouti était une base un peu morte. Aujourd'hui, c'est une base très très vivante. C'est la base de repli des Américains. Mais à l'époque, non. Et on avait l'impression de voir des gens s'entraîner pour réparer les routes, pour faire des terrains de football. On avait l'impression d'un espèce de territoire étrange
où des jeunes hommes s'entraînaient très durement en plein cagnard, mais on ne savait pas très bien pourquoi. Et d'autant qu'il y avait quelque chose de guerrier, parce que souvent à la Légion étrangère, ce sont des gens qui viennent de pays soit en guerre, soit qui se sont enfuis de leur pays. Donc, ce ne sont pas des anges, ce sont des hommes parfois qui ont souffert. Et donc, je dirais, si quelqu'un avait été, et du reste Pierre y était, à Djibouti avec nous à l'époque, il aurait vu que la vraie Légion, c'était aussi des jeunes hommes, beaux, musclés, qui s'entraînaient dans le désert et dont les mouvements étaient quand même... Enfin, sauf quand ils sautaient des falaises et tout, mais il y avait beaucoup de... c'était tellement étrange de les voir s'entraîner dans cet endroit extraordinaire. Pas... C'est plus que de la beauté, quoi. C'est un lieu, on en voit rarement des lieux comme ça, des lieux qui sont tellement travaillés par le volcanisme. C'est pas seulement le côté désertique, c'est aussi ce qui est tellurique dans cet endroit. On se dit, mais Agnès, disons, on ne sait pas si c'est la fin du monde ou avant l'apparition des hommes. Le film, tout d'un coup, c'est stylisé économiquement, si j'ose dire. Il y a des pans entiers qui tombaient. Par exemple, l'accident d'hélicoptère, on a récupéré un bout d'aile d'avion, on a mis de la confiture flamme, et puis on était sur un bateau à côté. Enfin, les scènes sous-marines, c'est une petite caméra vidéo dans un sac plastique que Patrick Grandperret est venu faire. Je salue Patrick d'ici. Voilà, un ami. Et voilà, donc voilà, c'était la stylisation, je dirais, elle est presque. On s'est jamais dit stylisons. Non, je dirais, c'est pas une stylisation, c'est dit, oh, dépouillons-nous de tout. Non, pas du tout. On était dépouillés de tout. Donc, c'est un peu plus costaud, enfin, c'est un peu plus fort. J'aurais peut-être pas osé sinon. Oui, mais voilà, c'était ça le sens de ma question, parce que sans vouloir résumer de façon trop outrancière, et puis souvent les cinéastes, eux, ne raisonnent pas comme ça, mais disons que tu es plutôt une antinaturaliste quand même. Si on regarde tes films et si on se dit qu'un des courants dans le cinéma français depuis longtemps maintenant, c'est le naturalisme, bon ben voilà, tu es clairement ailleurs. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que tu le détestes ou que tu fais ça contre. Et on se dit en voyant Beau Travail que le film a un côté atmosphérique, vraiment, et presque pris de bouffées délirantes, mais c'est ce qui le rend si beau. Et donc là, tu expliques très bien que c'est aussi le jouet des circonstances. C'est pas juste une volonté de cinéaste. Ah non, c'est pas. Enfin, c'est pas une volonté esthétique. C'est une volonté de cinéma. Ça, c'est sûr. On s'est dit, on est là, on a répété, on va pas rester dans nos chambres, on va tourner, voilà. Mais je pense que ça, c'est aussi du cinéma. Après, les bouffées délirantes, oui, il y en a eu, je pense. On était tellement fatigués, on dormait si peu, on avait tellement de routes à faire dans nos petits bus, là. Il y avait du 4 aussi, donc on était quand même dans un état un peu second, j'avoue. Hein. Mais c'était bien. Non, mais je veux dire, on n'aurait pas tenu 12 semaines comme ça. Non, bien sûr que non. Et alors, tu parlais du commandant, effectivement, c'est pas n'importe qui. Ouais. Et c'est une autre très belle idée du film, c'est Michel Subor, qui donc reprend son personnage de Bruno. Voilà, de Bruno dans Le Petit Soldat de Jean-Luc Godard. Bruno Forestier. Et là, pour le coup, on voit pas ça souvent. C'est assez rare, que ça soit en littérature ou au cinéma. Un cinéaste qui reprend comme ça un personnage d'un autre film. Alors, il y a eu Scorsese, avec L'arnaqueur et la couleur de l'argent, le personnage de Paul Newman. On peut peut-être trouver quelques exemples épars, mais enfin, ça ne se voit pas souvent. Et c'est quand même quelque chose d'assez fort de se dire, voilà, le Bruno Forestier du Petit Soldat de Godard, vraiment soldat perdu, pour le coup, qu'est-ce qui lui est arrivé une petite trentaine d'années plus tard ?
Mais c'est un film très important, Le Petit Soldat, parce que d'abord, je ne l'ai pas vu tout de suite. Enfin, d'abord, c'est un film qui a été un peu maudit et censuré et maudit. Oh, beaucoup pensaient que c'était un film de droite, enfin, des conneries de ce genre. Et c'est l'histoire quand même d'un... C'est vraiment, quand on parle qu'il n'y a pas eu de films qui ont vraiment bien parlé de la guerre d'Algérie, je pense que ce film-là en parle très très bien. C'est quand même un soldat français qui a fui l'appel de l'armée, hein, donc il est en cavale, il arrive, il passe la frontière suisse, et là évidemment il est repéré et l'OAS lui commande, enfin lui ordonne de tuer un militant, un porteur de valise du FLN, et tout se passait en Suisse comme dans la réalité, hein, vraiment. Donc comme le film commence par ce jeune homme qui dit qu'au fond, il ne se projette plus dans le futur puisqu'il a quitté la France et qu'il ne sait pas très bien ce qui va devenir. Et il n'a pas quitté la France juste pour passer la frontière, il a quitté la France, il est proscrit en fait. Hein. Et c'est comme quelqu'un qui se réconforterait en se disant, mais puisque je vaux rien, alors allons jusqu'au bout. Et puis, il rencontre une jeune femme qui milite pour le FLN, et là, il tombe amoureux d'elle. C'est le premier rôle d'Anna Karina au cinéma. Et leur rencontre. Et leur rencontre. Un peu arrangée par Jean-Luc Godard, je crois. Mais donc, cette histoire d'amour va le mettre entre les deux pôles. Entre les militants, les sympathisants du FLN et ceux de l'OAS, et il ne choisit pas en fait. Ce qui fait que, enfin, ou plutôt, si, il choisit puisque elle est tuée, et que donc il choisit de tuer le sympathisant du FLN et qu'il devait tuer. Donc il obéit aux représentants de l'OAS, mais il obéit comme un fantôme, comme quelqu'un qui ne croit en rien au fond, ou plus en rien, et qui a déjà accepté sa propre dévaleur, quoi. Et le dernier, c'est très très beau la fin du film, c'est tourné par Raoul Coutard à la volée, on voit à peine le coup de pistolet, l'homme tombé, le professeur d'histoire qui tombe avec son cartable, et cette course dans un escalier de la gare avec la voix de Michel qui dit qu'il n'avait plus rien à perdre, qu'il avait du temps devant lui. Donc, voilà, c'est ça qui a amené vers la Légion. Parce qu'à la Légion, il y a beaucoup de gens comme ça. C'est dans ces moments-là qu'on peut aller à la Légion. Et c'est-à-dire qu'on ne vous interrogera pas sur votre passé. Voilà, et puis c'était aussi dire combien j'aimais ce film, combien je trouvais Michel Subor un acteur français, mais qui avait disparu, tellement mystérieux au fond. Et il n'est pas cadenassable, Michel, il n'a pas pu rester acteur de cinéma. Il a fallu qu'il fasse 1000 autres choses. Mais sa présence désabusée dans Le Petit Soldat m'a fait m'a plu énormément, et peut-être aussi m'a permis de dire à Jean-Luc Godard combien il comptait pour moi. Pour tant d'autres, mais voilà. Il y en a un autre, tu y as fait un peu allusion tout à l'heure, c'est Jacques Rivette. Oui. Avec lui aussi, tu as travaillé.
Et puis, vous avez fait un film qu'on va passer, d'ailleurs, les 2 parties de Oui. Jacques Rivette, Le Veilleur. Le jour, la nuit. Voilà. Dans la série de cinéma de notre temps, dirigée par Andrés Labarthe et Janine Bazin. Serge Danet, je crois, a été l'intervieweur. Il a même co-signé le film avec toi? Ou Je me souviens plus, il était le modérateur, mais de toute manière, voilà. il était le socle important parce que c'est Coton d'interviewer Jacques Rivette, c'était Coton. Et c'était Coton aussi, puisqu'on tournait en 16 mm, d'avoir comme intervieweur Serge Danet, parce qu'en général, quand il avait fini de poser sa question, le magasin était vide, il fallait recharger. Et Jacques Rivette m'avait prévenu, il m'avait dit, alors, je veux pas savoir qu'il faut recharger, tout ça. Donc vous vous débrouillez. Et moi, je réponds et je ne m'arrête pas. Et je redirai jamais 2 fois la même chose. Donc c'était une terreur. On voyait le magasin, ça me nuisait. On savait qu'il n'y aurait plus la place pour la réponse de Jacques. Et il fallait presque inventer un stratagème pour que Jacques ne réponde pas tout de suite, pour qu'on ait le temps de mettre un autre magasin. C'était costaud, hein, franchement. Mais Jean-François Stévenin était là l'autre jour et il se rappelle de ça. Parce qu'il arrivait en moto, il fallait aller vite, on avait tellement peur. Oui, on était... Moi, j'avais jamais fait ça, je sais pas, mais c'est tellement bien de l'avoir fait avec Agnès, de l'avoir fait comme ça, avec Janine Bazin qui venait nous voir. Et qui ne me l'a pas proposé. Elle a dit à Jacques, bon allez maintenant Jacques, c'est toi qui as fait le premier, alors il faut vraiment passer à la casserole. Et il a dit, bon bah alors ce sera clair. Donc j'étais obligée. Ah, c'est lui qui a commandé, en fait. Ah bah moi j'avais pas du tout envie. Hein. Non, j'avais peur, mais Ouais. vraiment. Ah Mais oui. c'est drôle ce que tu racontes, parce que Rivette, il avait fait le Renoir, Oui, 25 ans avant. mais c'est Renoir qui lui avait demandé. Voilà, c'est dans la même alors collection. il a dit, bon, bah alors toi tu vas le faire. Voilà, et quand Renoir lui disait, mais ça tourne toujours, il lui répondait, mais vous savez, ça tourne comme la Terre tourne autour du Soleil. C'est ça. Voilà, on ne coupait pas. Donc là, il n'avait pas beaucoup changé d'avis. Les magasins qu'il y avait dans ce film, des gros magasins. Nous, on avait une caméra 16 et on n'avait pas des si gros magasins que ça. Hein. Non. Et puis les questions de Serge Danet, elles étaient très longues, très très longues, parce qu'il y répondait en même temps. Non mais si, c'est vrai. C'est vrai. On avait beau faire des signes désespérés derrière la caméra. Non. Du reste, c'est ça qui est, pour moi, le souvenir le plus joyeux du film. C'était et Jacques râlait. Il disait, mais il me laisse pas répondre. Ouais, c'était beau. Et puis la nuit, ça a été l'apothéose pour Agnès et moi, parce qu'on s'est dit, on les tient toute une nuit. Ouf, fini de souffrir, quoi. Sur la terrasse de Libération. Ouais. Près de la République. Ouais. Mais tu vois, ce qui est drôle, c'est que moi, je me souviens très bien des 2 parties du film. Je crois que je les ai vues plusieurs fois. Mais je me souviens pas très bien de ce qu'ils disent. Ah bah moi, je m'en souviens parce que c'était Mais piégé. parce que je me souviens encore une fois des atmosphères. Je revois très bien Rivette au fin fond du 13e, là près du culte antoiniste. Je revois très bien Rivette sur la terrasse de Libération dans son manteau au petit matin. Et ça ne veut pas dire qu'il ne se disait pas des choses intéressantes. Ah non. Mais peut-être que c'est aussi quelque chose de ton cinéma. C'est-à-dire qu'on se souvient des atmosphères, des ambiances, de plans, ce qui n'est pas rien quand même. Et non pas forcément de dialogue. C'est pas ce qui vient en premier dans le souvenir du spectateur de tes films. Sur la terrasse, Jacques s'ouvre complètement et comme Serge Danet est cuit et fatigué, il y a pratiquement que Jacques qui parle. Et il dit des choses très belles. Il parle de Bernanos, de Peggy. Il parle des enfants et des saints. Et comme si tout d'un coup, seul dans la nuit, il allait vers ce qui l'intéressait spirituellement lui, au-delà même du cinéma. Et dans la nuit, on l'a ressenti, ça. Après, je pense, le jour, peut-être, il allait dans les lieux où il avait tourné, où il avait envie de tourner. Mais malgré tout, il y avait des
C'est-à-dire, dans la partie du jour, il fallait le montrer un peu comme il était, avec aller au cinéma aux Champs-Élysées, par exemple. C'était déjà en voie de disparition. Donc, aller au Deauville, aller au cinéma aux Champs-Élysées, il fallait... On a fait un travelling sur les Champs-Élysées avec Agnès dans une Méhari. Aujourd'hui, on pourrait plus. Et tout ça dans le métro. C'était important pour Jacques, le métro, pour aller dans le 8e aux Champs-Élysées, voir 1 ou 2 films par jour. Alors ça aussi, ça me paraît très important. Et dans le film qu'on va voir ou revoir ce soir, J'ai pas sommeil, c'est important. C'est que je pense que ça existait peu dans le cinéma français avant toi, et d'ailleurs ça existe peut-être toujours pas beaucoup. C'est certains corps, l'apparition, le surgissement de certains corps. Les corps de tes films, et en particulier peut-être les corps masculins, on a parlé des danses, des pavanes guerrières, de Beau Travail, on les avait pas beaucoup vus avant. Et pas uniquement parce que c'était des noirs, hein, pour dire les choses telles qu'elles sont. Oui. C'est que, voilà, ils étaient chargés d'une certaine virilité, oui, d'un certain érotisme, de beaucoup de choses, de tension. Mais c'est vrai que c'était un peu nouveau. Donc j'imagine qu'il a fallu quand même les trouver les comédiens, les inventer d'une certaine façon, dont tu avais besoin. Je les ai pas inventés, ils existaient, que ce soit Isaac ou Alex dans J'ai pas sommeil. Je pense quand même que l'idée que ce sont des noirs, des gens qui ont la peau noire, des hommes qui ont la peau noire, il y a quelque part une forme d'interdit, de tabou. Est-ce que cette virilité-là, elle n'est pas un peu interdite? C'est ça dans Chocolat aussi. Est-ce qu'elle n'est pas... Parce que tout ça se construit sur des fondations atroces, moches, du racisme. Hein. Donc, et de ces tabous-là, moi je suis allée en Afrique du Sud... après l'élection de Mandela, mais on ressent des choses. C'est-à-dire que de ces tabous, de ces interdits, naît une sensualité parfois morbide, mais parfois très forte aussi, hein, comme dans Soudain l'été dernier. Et je regrette quand même un peu que ce soit dur pour une comédienne ou un comédien. Enfin, de moins en moins, mais souvent les comédiens noirs, le passage le plus facile pour eux, c'est par la comédie. Un acteur comme Isaac, qui jouait à Nanterre dans les pièces de Coltès, ou Alex Descas, c'est des acteurs qui ne sont pas forcément... Ils sont très drôles, enfin, surtout Isaac, mais bon, ils ont envie d'autre chose que de se plier à ce rituel, d'être drôle. Alex, il est pas drôle déjà. Enfin, si, il est drôle à sa manière, mais il aime pas qu'on l'interpelle en lui ordonnant d'être drôle et de sourire. C'est même insupportable, franchement. Ben oui, mais c'est quand même vrai. Hein? C'est quand même un peu vrai. Enfin, c'est bien que tu cites Coltès, Nanterre et Chéreau, parce que c'est en gros les mêmes années quand même. Oui. Et un aussi grand auteur dramatique comme Bernard-Marie Coltès, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, Ah oui. écrivait des rôles pour des Noirs. Moi, c'est la première fois que j'ai vu Isaac de Bancolé, effectivement. Et c'était des rôles d'abord pas drôles du tout. Non. Et puis de comédie. C'était souvent les rôles principaux, mais cachés. Et puis c'était des rôles de tragédie classique. Enfin, c'était des très très beaux rôles. Mais c'est vrai qu'il y avait le surgissement aussi du coup de cette génération d'acteurs, black, qu'on connaît. Enfin, ils étaient deux, hein, Sidiki Bakaba, Isaac de Bancolé. Et Sidiki est reparti en Côte d'Ivoire tout de suite. Donc, parce que Alex, il est antillais, il est français. Hein. Donc ça prend à la gorge quand même. Les femmes, pareil.
C'est dur pour nous, Français. Nous, on veut toujours être un peu à la pointe de tout pour dire ah mais oui, mais nous, ceci, nous, cela. Ouais, mais est-ce que là, on n'a pas... Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu de nous. Je crois, hein, mais moi, je ne suis pas plus voyante que les autres. Moi, j'ai été plongée dans une marmite particulière. Donc, j'ai été obligée de voir. Peut-être que j'aurais rien vu si... Voilà. Bon. Et quand on a tourné 35 Roms, Agnès s'en souvient, il y a une seule personne blanche dans le film, c'est une dame dans un métro. Tout le monde est noir. Ce qui a été génial quand le film a été fini, je crois, c'est qu'au fond, personne s'en est vraiment aperçu que tout le monde était noir dans le film. Sauf des gens me disaient, c'est bizarre, dans le RER, il y a que des noirs. Bah, je disais, si vous prenez le RER B, passez telle station, vous allez voir qu'il n'y a plus un blanc. Et on n'a pas eu besoin d'inventer. C'est notre vie, c'est notre ville, c'est notre pays. Enfin, je sais pas. Je suis toujours triste de ça et pourtant... Mais parce que tu penses qu'il y a un déni conscient ou inconscient de filmer simplement ce que la France est devenue, c'est-à-dire une société multiraciale? C'est peut-être plus compliqué que ça, parce que quand on dit multiracial, c'est beau. Oh, une société multiraciale, c'est beau. Ça dépend qui, hein. Mais quand il s'agit de personnages principaux, c'est-à-dire qui pourraient ressentir des choses qu'on va ressentir soi-même en lisant un livre ou en écrivant un scénario ou en écoutant une musique, soudain, c'est plus complexe. Est-ce que je peux me mettre dans cette peau-là, au fond? Voilà, c'est peut-être là. Alors que, oui, pourquoi pas? Ça vaut le coup d'essayer, en tout cas, et c'est ce que Koltès a fait. Est-ce qu'il y a certains j'y pense à cause de Soudain l'été dernier, on parlait de cette scène de cannibalisme ô combien traumatique. Donc, Raconter. Raconter. Je précise parce que même dans la nouvelle... Ah non, on voit rien. Non, on voit rien. On voit rien, mais on l'imagine tellement qu'on a encore plus peur. Oui. Toi, il y a deux films. Alors, il y en a un, ça s'est plutôt bien passé, et l'autre moins bien passé. Il y a deux films où tu étais allé assez loin, comme ça, dans des choses assez extrêmes et dangereuses. Il y a Trouble Every Day, que viendront présenter Agnès Godard et Béatrice Dalle samedi, dans cette même salle, où là, on peut dire que le film a plutôt été bien accueilli. Enfin, ça s'est pas trop mal passé. On t'a pas reproché grand-chose. Et puis un autre... Oh, il y a eu quelques malaises à la projection à Cannes. Ah, quand même. Enfin, on nous disait... mais c'était un film de minuit, non? Ouais, mais bon, c'était... Je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui pensaient quand même que c'était insupportable, ce film. Mais bon... Moi, enfin, on s'en est pas rendu compte. On était dans le film tellement emballé par ces acteurs, comme Stuart Staple qui a fait la musique. On était partis dans ce film avec beaucoup de force, oui, en nous. On y croyait et on y croit encore. Et l'autre, c'est Les Salauds. Bien sûr. Ouais. Ben, Les Salauds, je crois que c'est un film qui commence d'une manière tellement rationnelle et tout ça, que la chute... Peut-être c'est aussi le problème des ellipses, c'est que tout d'un coup, cette chute brutale dans des images que normalement personne ne devait voir, mais qu'on voit, d'un père ayant un rapport incestueux dans un lieu sordide avec sa fille. J'ai pas mesuré, mais peut-être je mesure jamais vraiment ces choses-là. Je ne le mesure qu'après. Mesurer quoi? Ben l'horreur peut-être que certains éprouveraient. Je sais pas. Moi je crois beaucoup dans ce que je lis. Alors il y a des livres qui m'ont
porté vers ce genre d'histoire. Et ce film, je pensais vraiment à quelque chose qui était proche de l'univers de William Faulkner. Et où finalement, l'horreur existe, on peut supporter que sa petite fille chérie Dorothy soit mise dans une sorte de bordel, violée avec un épi de maïs, mais la fin du roman, c'est quand même ce père assez riche qui emmène sa petite fille à Paris, au Luxembourg. C'est 3 lignes. Il la regarde et elle se repoudre le nez. Voilà. Et je pense qu'il y a dans Faulkner cet abîme-là. La portée de ces images-là, c'est là où le cinéma, quand même, mérite d'être considéré avec respect, parce que la portée des images, elle est tellurique. Et quand on filmait ces images la nuit dans Paris, on le savait, mais... Et pourtant... une fois que le film est monté, qu'il est projeté, c'est décuplé. C'est décuplé. Et ça t'échappe ? Non, ça n'échappe pas. Je crois que le cinéma échappe pas, mais il traverse, l'image traverse l'écran, bien sûr, l'obscurité pour arriver à l'écran. Et dans ce procédé, et dans cette, je sais pas, ce procédé qu'est le cinéma, quelque chose est montré dans le noir et devient beaucoup plus violent que sur un écran de télé ou quand on le filme. La salle de cinéma rend tout si fort. Voilà, pour ça aussi, d'être ici à la Cinémathèque, c'est beau. Et alors c'est un vieux cliché, je ne sais pas d'ailleurs s'il est très vrai, il y a des clichés qui sont vrais, celui-là c'est pas sûr, mais on dit parfois que les cinéastes et les artistes font le film d'après contre le précédent. Je crois que c'est Truffaut qui disait ça. Ouais. Alors c'est vrai qu'on se dit que voilà, les salauds avaient essayé d'approcher certains abîmes dont tu parlais, et que le dernier film, alors déjà les salauds et puis un film où il y a soleil dans le titre, donc ça change un peu. Mais il y a des salauds aussi. Bien sûr, ça change un peu de tonalité. Mais est-ce que c'est aussi simple que ça ? Est-ce qu'un beau soleil intérieur, d'une certaine façon, a été aussi un peu conçu contre ou à l'inverse du précédent ? Oui, c'est beau de dire contre. Alors moi, je suis pas assez formelle pour ces genres de choses-là. Je dirais que souvent, un film se fait parce que on voudrait faire mieux que le précédent ou que. Mais j'ai pas même les moyens ni intellectuels ni financiers de me dire je vais faire tel film contre tel autre. Je fais le film que je peux déjà. 1. Et 2, je dirais que le beau soleil intérieur, il s'est fait contre quelque chose. Il s'est fait contre le fait que pendant 4 ans et demi, 4 ans, j'ai espéré faire un film et qu'il n'y avait jamais l'argent, qu'il n'y avait jamais la possibilité et que j'étais en rade, vraiment comme un vieux rafio dans un port, en rade. Et je me suis dit, là, je suis cuite, quoi. Si je tourne pas, je sais pas ce qui va m'arriver, mais je tiendrai pas. Et cette proposition d'un producteur est arrivée et du coup tout s'est fait vite et dans la joie. Donc je peux pas dire que je l'ai fait contre les salauds, je l'ai fait pour revivre. Voilà. Je crois, enfin, je sais pas. Et le film que tu attendais de tourner, c'est celui que tu tournes en ce moment ? Ah, lui, c'est l'autre, l'ancien. Doomed. Mais c'est vrai, moi j'aime beaucoup le dernier et je me disais, mais qu'est-ce qui est nouveau dans le dernier ? Alors peut-être les dialogues, mais après tout, dans Vendredi soir... C'est presque des monologues, hein, en fait. Oui, c'est presque des monologues. Et puis je me suis dit, non, c'est pas ça. Parce qu'on m'en a beaucoup parlé. Et pas que des femmes, je te le dis tout de suite. Oui, des femmes et des hommes. Et je me suis dit, dans les films de Claire, c'est peut-être celui où l'identification
est peut-être la plus proposée. Je ne dis pas qu'elle était impossible avant, parce que moi j'ai pu m'identifier aux affres et aux abîmes dont tu parlais, mais que là il y a une identification avec le personnage interprété par Juliette Binoche qui est vraiment proposée au spectateur. Ah oui. Et ça, c'est peut-être effectivement nouveau que ça soit aussi ouvert que ça. Ouais. J'ai fait déjà un peu cette approche avec Isabelle Huppert dans White Material, mais on était quand même perdus dans ces paysages et c'était cette petite femme qui luttait pour sauver sa plantation. C'était plus compliqué l'identification avec elle parce que tous les éléments étaient tellement différents, tout ce qui l'entourait, ce début de guerre civile. Alors que là, on est face à cette femme au corps splendide. On est face à face avec elle et moi, je me suis identifiée à elle tout de suite. Déjà au tournage, en plus, je crois tous. Et Juliette le savait, elle nous a captivés. Et je dirais, on s'est laissé captiver, mais on n'a pas été dupes de ça, parce que Agnès et moi, on était sur nos gardes aussi. Il fallait qu'elle soit la femme qu'on voulait qu'elle soit. Voilà. Il ne faut pas laisser à l'actrice le choix du il était à nous, ce personnage. Voilà. Et je crois que Juliette a aimé ça. Entrer dans... de voir qu'on était quand même... elle était dans un territoire délimité de nos regards, par nos regards, par les costumes, par... voilà. Oui, elle était elle était rentrée chez nous. Voilà. Mais elle est restée, elle. Enfin, cette belle femme. Mais chez nous. Ouais. C'est exactement ce qu'on ressent en voyant le film. Et puis, il y a Christine Angot. Alors toi, qui es une grande lectrice, on a parlé de Coltès, de Faulkner, mais moi, je suis un lecteur d'Angot. Donc, les hommes du film, je les ai repérés. Dans Rendez-vous ? Oui, bien sûr. L'acteur, c'est celui de Rendez-vous. Le banquier, je crois que c'était Pourquoi le Brésil. Enfin, je les confonds un peu, mais c'est bien de confondre les romans d'un auteur. Mais voilà, je voyais comme ça les différents personnages. Mais moi aussi, hein, Puis alors, non seulement je lis les livres de Christine, mais j'adorais aller au Théâtre de la Colline, écouter les lectures qui étaient organisées par Franchon ou à Avignon. C'est comme ça, du reste, qu'on a commencé à travailler ensemble. C'est à cause d'une lecture à Avignon. Où elle avait adapté pour une lecture, elle avait fait un montage des dialogues de son roman Les Petits. Et elle est forte pour les dialogues. On peut dire ça. Ah oui, très forte. Non, elle est forte pour c'est plus que les dialogues, c'est comment on parle, comment on se parle, ou comment on se parle à soi-même. Quelle est la portée des mots ? Il y a les mots qui veulent rien dire, qui sont comme un son, et les mots qui percutent. Et en fait, il y en a beaucoup plus qui font la matière sonore, et quelques-uns qui percutent et qui sont là où il faut. Mais Christine, c'était... Voilà, peut-être c'est comme ça la vie. Il y a des rencontres qui se font. Déjà, je l'avais rencontrée à Montpellier quand elle vivait à Montpellier. Elle est amie de Mathilde Monnier avec qui on a travaillé aussi. Alors donc, j'avais été à Avignon voir un travail qu'elles avaient fait ensemble, qui était très cruel du reste. Christine lisait un texte et Mathilde dansait. Et il y avait un combat entre ces deux femmes qui étaient amies, qui sont amies. Et ça m'avait interloqué un peu, mais énormément plu.
Et, et on a repris un peu de ce spectacle-là dans la scène des paysages. Quand elle dit tout est à vous, c'était un peu quelque chose qui était dans le spectacle d'Avignon déjà, cette appropriation du paysage, de la beauté du paysage par ceux qui le regardent. Et Christine, comment dire, m'a nourri. Non, nourri est un tellement mauvais mot. On a partagé, voilà, tout ça est arrivé dans un. J'ai pas demandé à Christine d'écrire un scénario ou d'écrire des dialogues. La forme des fragments, elle était déjà inscrite puisque le producteur voulait qu'on adapte les fragments d'un discours amoureux de Barthes. Donc on s'est dit, bon, bah allons-y, faisons les nôtres. Oui, enfin, faisons les bon. nôtres. Ouais. Et il a accepté, c'était beaucoup mieux pour nous. Et du coup, la forme fragment est restée. Et ça nous a beaucoup aidés. Parce que je crois que du coup, ça a libéré complètement le lendemain matin, 3 mois plus tard, voilà, ces espèces de trucs qui martyrisent les scénarios et les films souvent. Hein. Mais parce que le temps, c'est bizarre au cinéma. Enfin, je dis le temps, c'est bizarre au cinéma, comme si je découvrais un truc. non, mais quand c'est indiqué 2 mois plus tard, la veille, non, mais je me dis toujours, bon. Mais je me disais comme ça en travaillant et en voyant certains de tes films, parce qu'on pourrait penser que tous les cinéastes sont comme ça, mais pas du tout. La plupart du temps, ils se débrouillent tout seuls dans leur coin. Toi, là, il y a Christine Angot, il y a eu Emmanuel Bernheim pour Vendredi soir, il y a des écrivains. Marie Ndiaye. Il y a des écrivains, surtout des femmes d'ailleurs, des romancières. Il peut y avoir des chorégraphes. Moi qui adore les Tindersticks, je te suis très reconnaissant d'avoir fait travailler Stuart comme... je suis reconnaissante à Stuart de continuer à me supporter. Comme musicien de film. Mais c'est vrai que ce côté naturellement pluridisciplinaire, travailler avec d'autres artistes, enfin dans d'autres catégories, si on regarde ta filmographie, c'est quelque chose qui a l'air très naturel et même qui t'a l'air très nécessaire. Ah oui, parce que Marie Ndiaye, depuis son premier livre, je suis sa groupie. Hein. Bon. Alors on s'est écrit. Voilà, j'espère pouvoir filmer la pièce Papa doit manger à la Comédie Française. Donc, quand j'ai eu ce projet avec Isabelle voulait qu'on s'inspire de Doris Lessing et moi je lui ai dit ah non, ça, l'Afrique du Sud, moi non. Doris Lessing, oui, j'aime beaucoup, mais non, là, on va pas faire un film d'époque. Et j'ai dit, mais je voudrais te présenter quelqu'un, je sais pas si elle acceptera, mais vraiment, voilà, ça me plairait. Et donc, avec Marie, on est parti dans cette histoire ensemble, un peu à l'aventure. Et c'était un compagnonnage qui m'a plu énormément. Après, Emmanuelle, c'est différent. Emmanuelle, elle était déjà très liée au cinéma. Et on devait faire un travail toutes les deux qu'on n'a pas eu envie de faire. Et Emmanuelle, un jour, dans un café, m'a dit mais franchement, alors qu'est-ce que t'aimerais faire, toi? Je lui ai dit, tu sais, Emmanuelle, les films d'époque, tout ça, pour moi, non, mais l'idéal pour moi, ça serait un homme, une femme, dans un endroit tout petit, un petit appartement, encore mieux une voiture. Je voulais... C'était un gros film, hein, et un gros film avec des calèches, des machins, des trucs. C'est une adaptation littéraire ? Une adaptation d'un autre scénario ancien. Et donc, un scénario de Jean Renoir. Je ne vois pas pourquoi je le cache, mais voilà. Bon. Et panique hein, à bord. Bon, moi. Et puis alors, les costumes, ça non. Il avait écrit pour Jeanne Moreau. Et elle me dit, ah bon? Elle me dit, c'est drôle, je suis en train de finir un manuscrit, est-ce que tu veux le lire? Et elle m'a fait lire Vendredi soir.
Je connaissais les livres d'Emmanuel, mais par exemple, il n'y a pas longtemps, quand il y a eu cet hommage à Emmanuel, tout le monde m'a dit « Mais pourquoi tu n'as pas adapté sa femme ?» Je dis « Ben, je ne sais pas. » Emmanuel, le manuscrit de Vendredi soir, il est arrivé, bon, voilà, comme un cadeau. C'est vrai, un homme, une femme dans une voiture, voilà. C'est vraiment... Je dirais, Christine, c'est beaucoup plus concerté. On se regarde, on s'observe. Je la vois parfois venir à des avant-premières de films. Moi, voilà, on est un peu comme des musaraignes l'une et l'autre. Hein. Après un petit bout de gruyère. Non, mais c'est vrai, il y a quelque chose. On s'est cherché, voilà. Et on s'est trouvé un peu. Et sur le bon projet. Ouais. C'était celui-là, ouais. Oui, je crois, oui. Merci beaucoup. Merci, voilà. Claire. Merci. Merci beaucoup.